Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du No Way Podcast. J'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Guihou qui était là pendant 2 jours pour le CQP instructeur fitness et j'ai le plaisir de le recevoir ici à la maison. On a déjà eu l'occasion de tourner 1 ou 2 podcasts ensemble avec Guillaume à distance. Là, pour le coup, c'est dans le canapé. On a un temps imparti, ça va pas durer longtemps. Accrochez vos ceintures, on va débunker pas mal de choses. Déjà, Guillaume, merci d'être là. Je te laisse te présenter pour les personnes qui potentiellement ne te connaîtraient pas. Je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup parce que, en principe, ceux qui me suivent te suivent aussi. Donc voilà, je te laisse te présenter et ensuite on attaque. Je suis le méchant du fitness. Non, c'est pas vrai. Je me présente, je m'appelle Guillaume, j'ai 38 ans. J'ai démarré dans le coaching sportif il y a 16 ans. J'ai démarré dans le CrossFit il y a 15 ans. Je suis un ancien issu des sports de combat et des métiers de la sécurité. Je me suis orienté aux alentours de mes 24 ans dans le coaching sportif où pendant ma carrière d'agent de sécurité, j'étais aussi instructeur dans certains sports de combat. J'ai passé plusieurs diplômes d'instructeur fédéral là-dedans et je suis tombé sur le CrossFit parce que j'étais un fanatique de PPG ayant un physique extrêmement chétif et pas gâté par la nature à mon adolescence. Donc je me faisais ma préparation physique dans les salles de muscu. J'ai commencé à muscu à l'âge de 14 ans. Et un jour, dans un des clubs de MMA où je coachais, un type arrive avec un téléphone portable et me montre une vidéo en me disant « Est-ce que tu connais ce truc et tout ?» Et je lui dis « Ben non, mais je pense que ce que tu es en train de me montrer, le futur de la préparation physique généralisée. » Et en fait, c'était une vidéo des premiers CrossFit Games. Donc ça, c'était en 2011. 2011. Et de là, j'étais en train de passer le BP à ce moment-là. Et je décide d'aller faire la formation CrossFit. À l'époque, on pouvait la faire en Italie, en Angleterre. J'ai eu l'opportunité d'aller la faire à New York, donc j'y suis allé. Et puis je suis rentré, et puis j'avais très peu d'économies sur mon compte en banque. J'ai loué un hangar de 180 mètres carrés avec absolument rien. J'ai eu la chance de pouvoir démarrer cette activité en la voyant comme une opportunité à un moment où ça n'existait pas. Il y avait 3 salles en France, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai pu commencer avec une dalle et 0 matos. On est parti à la déchetterie avec des copains, on a récupéré des pneus, j'ai installé un sac de frappe. La première cotise a acheté une kettlebell à Fitness Boutique. La deuxième a acheté une deuxième kettlebell. Puis ensuite, à chaque fois que j'avais 80 €, je demandais à mon père de m'acheter 10 dalles anti-vibration à Castorama. Ce qu'on mettait sous les machines à laver là. Et c'est comme ça que j'ai constitué mon sol. Okay. Et ça a fini avec 5 salles. Aujourd'hui, j'en ai conservé que 2. Un site de programmation d'entraînement, d'événementiel sportif et un centre de formation où sur la totalité, on génère plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et des employés, tous en CDI. Et je trouve que c'est important de le rappeler dans un milieu professionnel où déjà, quand on arrive à payer son URSSAF en auto-entrepreneur, on est content. Aujourd'hui, avoir une boîte avec 6 salariés à temps plein, c'est pour moi une vraie réussite et je les embrasse. Puisque c'est parce qu'ils bossent bien que je peux me permettre de me barrer du bureau pour venir former les CQP. Et puis ensuite, on est passé de compétiteur acharné de CrossFit à ouais, mais qu'est-ce qu'on peut apporter de plus que la compétition? Et maintenant, on travaille pour autre chose que l'argent et on se sent vraiment en mission sur la santé générale de la population, où au départ, on est rentré dans le CrossFit comme des bigorexiques en s'entraînant beaucoup trop fort, beaucoup trop souvent, à des intensités complètement dégénérées. Mais bon, à l'époque, on avait 25-30 ans, on avait des trucs à se prouver. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus sur le coaching alimentaire, la gestion de la frustration, l'amélioration de la santé physique et de la santé mentale de la population, puisque le Covid a révélé une vraie explosion de la santé mentale chez les gens. Et donc aujourd'hui, on travaille pour que le sport soit un vecteur d'amélioration de l'estime de soi et de la confiance en soi. Et donc, We Are Athletic, c'est pour nous le développement personnel
par le développement des qualités physiques, ce qui est à mon sens une extension du anima sana in corpo sano grec. Et donc on essaie d'être dans cette mouvance-là, dans cette attitude-là. Et donc ça nous a permis aussi de faire des trucs vachement plus cool que seulement du CrossFit, où maintenant on est parti sur des sports outdoor, des vraies expériences en montagne, peut-être bientôt en mer, etc. où on essaye un peu de montrer que l'univers de la salle, l'univers de la gymnastique, l'univers de l'haltérophilie, l'univers de la préparation physique généralisée dans son ensemble, des dumbbells, des kettlebells, des rameurs et des ski erg, et ben en fait, quand je développe une vraie forme physique où je suis vachement épanoui, ça va me permettre de m'ouvrir à d'autres trucs et d'autres secteurs où finalement, je vais démarrer en bas. Hein. Il n'y a pas de transversalité entre mes compétences en WOD de CrossFit et ma capacité à pouvoir me taper des treks ou des ascensions en alpinisme. Mais par contre, j'ai la base physique pour le faire et donc j'ai le choix. Est-ce que demain, je veux apprendre la plongée, la guitare électrique ou le kitesurf ? Eh ben, si j'ai maintenu un corps en parfaite santé physique à son plein potentiel et un cerveau en parfaite santé sur le plan neurologique et cognitif, eh ben, je vais pouvoir kiffer ma vie à fond et aller m'épanouir personnellement sur plein d'activités. Et ben, nous, on voudrait que la salle de sport en général, alors que ça soit la box de CrossFit ou le Basic Fit ou le Fitness Park ou le studio de coaching de mon coach, on aimerait que dans la tête de la population lambda, on voit ça comme un peu la chambre du temps qu'il y a dans Dragon Ball Z, où pendant 1 heure de temps en temps, je viens m'entraîner, développer mes qualités pour que dans la vie d'en dehors, tout se passe mieux et que je puisse vraiment kiffer la vie. Voilà. Ok, écoute, ça fait une très bonne entrée en matière. Donc Guillaume, il est intervenu, comme je le disais, sur les CQP instructeurs fitness ici à Annonay. Et j'avais prévu une thématique sur le podcast. On a eu une discussion hier, bref, j'ai complètement changé les plans. Et pour le coup, ça m'intéresse vraiment parce que tu as eu une intervention hier en tout début de ces 2 jours où tu as commencé ton intervention en disant voilà, on va parler de politique, mais pas de politique politicienne. On va parler de politique vraiment au sens large du terme et voir à quel point ça influence, et ça va rejoindre également la présentation que tu as fait où tu as parlé justement aujourd'hui d'avoir cette chance de ne plus travailler, pour survivre ou pour vivre entre guillemets, mais plus pour être en mission. Et tu m'as parlé de quelque chose de très intéressant, de ton inquiétude. Et ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose que tu évoques de manière très régulière, très avancé sur les réseaux sociaux, même si on peut le comprendre de manière un petit peu détournée. C'est ton inquiétude sur le devenir du monde rural, et tout ça, c'est aussi croisé avec des connotations politiciennes là pour le coup. Et il y a une vraie inquiétude. Moi, j'ai été confronté ces dernières semaines. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta vision et en tout cas ce vers quoi tu aimerais t'orienter dans les prochains mois, dans les prochaines années, et nous parler de ta définition justement que j'ai trouvé très pertinente de cette politique non politicienne justement. La politique, la définition, c'est censé être la chose du peuple. Et aujourd'hui, quand on a un avis sur comment l'État conduit certaines choses, on vient nous dire, écoute, toi, t'es coach sportif, occupe-toi de ton boulot, etc., etc. Et en fait, je pense que la société va pas forcément dans le bon sens parce que les gens sont totalement désintéressés de ce qui se passe. Ce que j'essaie d'expliquer sur mes posts ou quand je parle de ça, c'est que le clivage gauche-droite, je vote RN, je vote LFI, c'est vraiment pas mon sujet. Il y a du bon chez tout le monde, il y a du mauvais chez tout le monde. Et puis en vrai, c'est pas ça qui m'importe. Moi, ce qui m'importe, c'est que les gens comprennent que, par exemple, la TVA dans les cours de yoga, c'est 5,5. La TVA dans le e-sport, c'est 5,5. La TVA pour l'ESF en ski, c'est 5,5. Mais la TVA des coachs sportifs, c'est 20%. Et qui c'est qui choisit de faire le distinguo entre les sports ? C'est l'État. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mal à avoir des coachs professionnels en CDI parce que les charges sont monumentales. Et quand moi j'étais en auto-entreprise, on était à 19%, par exemple, d'URSSAF
sur le statut auto-entrepreneur. Aujourd'hui, il faut bien remettre les choses dans l'ordre. Aujourd'hui, c'est 26 et je crois que horizon 2027-2028, je crois que l'objectif, c'est d'arriver à 30%. Donc, je ne sais pas si vous voyez, on est presque à x2. Hein. C'est lunaire. Et encore une fois, ça fait des gens qui galèrent à la fin du mois, ça fait des gens qui vont galérer à payer leur loyer, à payer leurs impôts et qui derrière vont aller faire autre chose que coach sportif. Et pour te donner un exemple, la première ambition qu'on a eue en montant notre organisme de formation, c'était de donner les compétences aux coachs pour qu'ils puissent gagner correctement leur vie. C'est-à-dire que quand on est payé 15 ou 20 balles de l'heure en auto-entrepreneur, et puis si vous êtes payé 30 ou 40, je suis vraiment content pour vous, mais en général, l'éducateur sportif, il va avoir du mal à faire plus de 15-20 heures par semaine. Faites le calcul, prenez 26% d'URSSAF dans la tronche, derrière, il ne va pas rester grand-chose. Et derrière, vous êtes auto-entrepreneur, vous galérez, vous avez envie d'aller faire un crédit pour une bagnole. Ce qui va se passer, c'est que le banquier va vous dire « Bonjour, vous êtes en auto-entreprise, je gagne 2000 balles par mois. » Alors non, parce que moi, je vais vous mettre 60% d'abattement dans la tronche. Et en fait, je vais considérer que vous gagnez 1200 balles, désolé, je ne vous prête pas. Et derrière, c'est pareil quand vous cherchez un logement, c'est pareil quand le premier enfant arrive, etc., etc. Donc, c'est des vraies contraintes. Et depuis tout à l'heure, de ce que je suis en train d'expliquer, ça n'a aucun rapport à si on est gouverné par l'un ou par l'autre, d'accord ? Donc, moi, le premier but que j'avais en termes de formation, c'était « Ok, qu'est-ce que moi j'ai fait pour diversifier mon chiffre d'affaires qui m'a permis de devenir un coach qui a pu poursuivre son métier ?» Donc, on a commencé à développer de la formation en coaching alimentaire et de la formation en réhab, parce que pour moi, c'est les deux trucs qui vous permettent de gagner de l'argent en dehors du taux horaire que vous êtes fait pour être un coach. Donc, quand les coachs viennent vers moi, ils me disent comment je dois faire pour survivre dans ce métier. Le premier truc, faites du coaching alimentaire, faites des plans de réhab. La population en a besoin et vous, ça va vous rapporter beaucoup plus que juste 20, 30, 40 balles de l'heure si vous y arrivez. Le deuxième point, c'est que je suis papa et par exemple, le menu à la cantine, c'est décidé par des politiques. Il y a des endroits où c'est une mairie qui est vraiment engagée, qui va mettre les moyens, etc., etc. Et puis vous avez des mairies qui n'en ont absolument rien à carrer. Le diététicien qui va faire les menus de l'école, encore une fois, c'est éminemment politique. J'ai déjà fait plein de posts en expliquant que les recommandations alimentaires prônées par les diététiciens n'avaient strictement aucun rapport avec la science, mais avec rapport avec quels sont les lobbies qui payent les ministères pour mettre les contenus dans les formations. Donc, toutes ces préoccupations-là, pour moi, sont super importantes. Et puis derrière, c'est de l'argent public, à qui c'est distribué, parce que est-ce que c'est du poisson pané que je fais venir de Roumanie, ou est-ce que c'est l'agriculteur qui est à côté de chez moi qui va me fournir le poulet? Et ça, c'est de l'argent, c'est des deniers publics, et c'est surtout des choix, parce que quand mon argent public, il va payer le roumain ou le poulet de l'autre bout du monde, alors on est à la discussion sur le Mercosur actuellement, ça coûte moins cher. Mais par contre, ça ne fait pas manger l'économie locale, quoi. Et encore, quand on dit ça coûte moins cher, moi je suis assez partagé c'est en plus relatif. là-dessus, parce que ça coûte moins cher clairement à l'instant T. Bien sûr. Par contre, rendez-vous dans 10 ou 15 ans, ou quand on aura bouffé de la merde pendant 10 ou 15 ans, on va le payer, à long terme. Moi, je te rejoins, je rebondis juste sur ce que tu dis dans la notion éminemment politique. On en discutait ensemble pas plus tard qu'à midi, où j'expliquais que moi, j'avais pris ce pari justement de développer ce CQP instructeur fitness ici sur Annonay, donc dans une zone très rurale. J'avais pris ce pari et pour le coup, tant mieux parce que ça marche bien et j'en suis très content. Mais on se retrouve confronté, bien entendu, tout de suite à dès qu'on veut développer des choses, on n'a pas le choix que d'avoir affaire à l'affaire politique entre guillemets et pour le coup de se retrouver confronté, on fait des demandes de salles, de structures, etc. dans des endroits où la vie économique n'est pas forcément toujours active, donc on essaye de développer ça et on se rend compte qu'en face de nous on a des personnes qui n'ont, je pense, même pas conscience de ce qu'on peut leur apporter et de l'opportunité que ça présente. Et là, on voit clairement que c'est une affaire politique. Alors, si tu tombes après sur des personnes comme nous, un petit peu déterminées, où en fait, on se laisse pas arrêter à la première des problématiques et où on trouvera toujours une solution, tu te rends compte que des fois, tu as des gens qui peuvent être hyper engagés dans ce qu'ils font, mais qui n'ont peut-être pas forcément la ténacité et le mental, entre guillemets, du sportif de haut niveau pour faire perdurer ça.
Comment toi tu vois la chose sur les 5-10 prochaines années en termes justement de développement du sport? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on a le pouvoir de faire changer les choses, ou est-ce qu'aujourd'hui tu penses que l'affaire politique entre guillemets est peut-être beaucoup trop puissante? Je vois le développement du CQP d'un très bon œil, puisqu'il permet à des gens de ne pas avoir à dédier 7000 balles et un an complet pour se former. Et d'ailleurs, ça fait très longtemps que j'ai exposé mon point de vue là-dessus. Si le diplôme faisait la compétence, la France serait le meilleur pays au monde en termes d'éducation physique. On n'est pas meilleur que l'Australie, pas meilleur que la Suisse, pas meilleur que l'Angleterre, pas meilleur que l'Espagne, pas meilleur que les États-Unis, alors qu'on est seul pays au monde à imposer ce type de diplôme. Donc, moi, je vois la réduction de la durée légale de formation comme quelque chose de bien. Maintenant, il y a ceux qui feront le taf pour se former dans le privé et ceux qui ne le feront pas à l'issue. Là où je te rejoins, c'est que moi, je pense qu'en fait, on ne doit rien attendre. C'est malheureux à dire, mais je pense qu'à l'échelle d'un pays, on ne peut rien attendre des politiques. Et j'ai même envie de dire, à l'échelle locale, on ne peut rien attendre des politiques à partir du moment où on n'a pas affaire à des bons politiques. Je ne doute pas que dans certaines villes, il y ait des mecs super engagés. Moi, j'ai rencontré à côté de chez moi un maire super jeune avant qu'il soit élu dernièrement. Je suis sûr que ce mec-là, il fait du crossfit dans une salle dans sa ville. C'est un jeune qui est péchu à gogo, c'est un ancien rugbyman semi-pro. Il a 2-3 ans de moins que moi. Je suis sûr que si des mecs issus du sport vont le voir pour pouvoir des trucs dans sa ville, il va y aller 2 pas en avant. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que dans la plupart des villes, les gens qui font ça, qui sont dans la chose politique, ils ont plus de 70 balais. Et excusez-moi, messieurs les personnes âgées, mais clairement, vous êtes vraiment des personnes où c'est quand même très compliqué de vous expliquer que le monde, il a changé et qu'on n'est plus dans les années 80. Et qu'il y a d'autres préoccupations. Moi, quand tu m'as proposé de venir à Annonay, j'ai trouvé ça absolument incroyable et j'ai même pas réfléchi 5 secondes, alors qu'on m'aurait proposé d'aller dans un truc un peu plus hype sur Bordeaux ou sur Paris. Je dis pas que j'aurais dit non, mais j'aurais pas sauté aussi vite parce que, comme je l'expliquais ce midi, nous, on a eu la chance d'avoir un petit jeune, là, Maxime Lecomte, qui est sur Saint-André-les-Alpes, dans les Alpes de Haute-Provence, qui s'est formé en STAPS, qui a décidé de retourner dans son bled, parce qu'il faut être honnête, Saint-André-les-Alpes, c'est un bled, et lui, il n'a pas décidé de partir à la ville, il a essayé de retourner dans son village à 35 bornes du premier hôpital pour développer l'activité physique dans son village. Sismino, qui doit avoir même pas 25-30 ans, il le fait pas, et bien en fait, ce village, il va simplement crever, parce qu'on a une énorme perte d'attractivité dans ces trucs-là, et j'ai la chance de voyager dans toute la France, toute l'année, et très souvent, je passe dans des hameaux et je me dis, mais bon, là, il y a encore quelques bagnoles, etc. Mais quand cette génération de personnes âgées, elle va crever, qu'est-ce qu'on va faire de ce hameau ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On le sait très bien, il suffit d'avoir un peu Facebook et un peu les infos, et vous vous retrouvez avec des villages au fin fond de l'Italie, où le maire, il dit, bon, ben voilà, moi, pour 1 €, je vous file le nombre de bâtiments que vous voulez, mais par contre, il faut recréer de l'économie, quoi. Ouais. Et c'est exactement vers ça qu'on se dirige. Et moi, ce que je trouve fou, c'est que les gens qui sont à la tête de ces bleds un peu ruraux, eh ben, j'ai l'impression qu'ils vivent comme si après eux, bah, ils s'en foutaient, quoi. Et d'un autre côté, vous avez aussi des générations de jeunes, on ne peut pas leur en vouloir avec la télévision, avec l'ordinateur, Internet. Bah, ils ont envie d'avoir un Starbucks, ils ont envie d'aller chez Zara, et quand tu habites à 1h30 du premier Ikea, compliqué, donc on a des centres urbains qui deviennent de plus en plus gros, et soyons très honnêtes, notre pays a perdu un peu cet amour pour le beau, pour le grandiose, etc., etc. Et aujourd'hui, moi je vois, hier les Palmiers, ça a été bétonné ces 10 dernières années, mais c'est une abomination. Et hier les Palmiers, avant, t'arrivais il y a quelques années, t'arrivais sur l'autoroute, t'avais des palmiers partout, etc., etc. Là, t'arrivais à hier les Palmiers. Derrière les palmiers, ils t'ont construit un truc hideux, carré, rectangulaire, bétonné. Putain, ça fait plus rêver, quoi. Ça fait plus rêver. Et quand t'arrives dans des endroits comme ça où t'as des vieilles bâtisses avec des grosses pierres, moi, c'est un truc qui nous régale. On a la chance de faire notre War 2 dans un endroit hyper reculé dans les Alpes de Haute-Provence. On voyage beaucoup en montagne, etc., etc. On développe beaucoup de choses là-dessus. Et donc moi, je vois des initiatives de gens qui essaient de refaire un petit peu de l'activité économique
dans des endroits dits ruraux d'un très bon œil. D'ailleurs, ça va tellement loin cette discussion parce que par exemple les déserts médicaux, ça commence comme ça, parce qu'il y a une perte d'attractivité et quand tu es médecin et que tu vas gagner entre 5 et 10 cas par mois, il faut avoir une personnalité particulière pour te dire « Ah bah non, moi je vais dans un endroit où il y a 2 restaurants, où le ciné il est à 21 km ». Il y a le défaut de l'intérêt aussi. Moi, des gens comme moi qui en ont marre de la ville, quand on arrive dans des endroits comme ça, on n'a qu'une envie, c'est d'y habiter. Bref, tout médaille à son revers. Mais ce que je veux expliquer, c'est que si par contre, il n'y a pas des gens qui ont de l'influence, il y a des gens qui ont un petit pouvoir économique, un petit peu un pouvoir d'influence, qui ne s'impliquent pas dans cette cause et pour mettre ça en avant, moi, je suis extrêmement pessimiste. Et je vois pas du tout d'un bon œil quand la génération de soixantenaires actuelle va canner, que leurs enfants se seront barrés à la ville parce qu'il n'y aura pas eu de volonté de créer un strict minimum d'activité économique sur place. À un moment, il faut bien manger et payer ses impôts, donc je pense que ces terrains seront... Donc moi, vous pouvez compter sur moi, et d'ailleurs, pour ceux qui regardent, si vous êtes dans le cas par chez vous, si vous êtes dans un endroit vraiment reculé et que vous voulez qu'on se déplace, qu'on mette en avant un petit peu votre lieu par les réseaux sociaux, par une action de communication ou autre, franchement, on le fera avec plaisir parce que avoir de la notoriété pour vendre des shakers de prot ou des t-shirts, franchement, ça m'intéresse pas. Par contre, si la petite notoriété que j'ai acquis, ça peut mettre un truc en avant comme la gentilhommière où tu nous m'as gentiment hébergé avec ton pote et l'endroit où tu accueilles les CQP, parce que ce que vous savez pas, peut-être que vous le savez pas, on fait un truc dans un endroit qui s'appelle la Gentilhommière, qui est tenu par Raph, qui a repris l'exploitation qu'avaient ses parents depuis 4 générations. C'est un endroit extraordinaire, c'est beau que ça en peut plus, c'est un tarif complètement accessible, et les gens, ils font leur CQP dans un endroit où juste à côté il y a une piscine chauffée, il y a des bains nordiques, c'est d'une déco d'époque absolument fabuleuse. Il a mixé de l'ancien historique avec du nouveau, et là il fait des travaux pour ajouter des salles de sport et tout. Enfin, c'est zinzin comme endroit. C'est à Saint-Ilieu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Enfin, c'est un endroit qui est barge, et Raph a permis à Thibaut d'organiser son CQP là-dedans. J'espère que les gens qui passent le CQP dans ces conditions se rendent compte de la chance qu'ils ont, parce que la plupart des CQP, les amis, c'est dans des bâtiments tout neufs, voire en Algeco, dans des zones industrielles. Là, cet après-midi, on a pu prendre le matos et partir dans le parc, à la fraîche, en plein cagnard, pour bosser sur une plateforme hyper belle au milieu de l'herbe, avec un séquoia, mais qui devait faire 35 mètres de haut. Enfin, c'est un endroit qui est dingue, avec la petite rivière qu'il y a derrière, etc. Et ces endroits-là, en fait, si Thibaut m'y emmène pas, je sais même pas que ça existe. Il n'y a pas de communication qui est faite autour de ça, personne ne le connaît. Et bon, aujourd'hui, je pense pas que Raph ait attendu Guillaume Guillou pour vivre, mais si on peut lui filer un coup de main pour développer son truc, faut le faire, parce que franchement, ça le mérite. Donc si vous passez dans le coin, les amis, c'est la Gentilhommière qu'il faut aller. Et une fois que vous y êtes, vous m'envoyez un message et vous me dites « Gros, c'est un endroit de zinzin. J'ai jamais vu ça. » Okay. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on se rend compte que, et ça rejoint encore une fois la discussion qu'on avait à midi, et c'est une discussion que j'ai très souvent moi aussi avec mes beaux-parents, où on se dit, on a souvent ce désir et cette envie d'aller à l'étranger, d'aller voir des choses incroyables, d'aller changer de culture, etc. Et il y a une phrase que tu m'as dit hier qui m'a dit « Mais putain, on a oublié quand même dans quel pays on vit, quoi. Dans quel pays on vit. » Et c'est vrai que je te rejoins souvent sur tes prises de parole que tu peux avoir, qui sont des fois très acerbes, etc. Mais encore une fois, détachons-nous de la manière dont c'est dit, attachons-nous plus au message, comme toujours. Et à un moment donné, ça rend fou de voir ce que notre pays est en train de devenir quand on voit finalement le potentiel qu'on a. Parce qu'en réalité, moi, quand j'ai lancé CQP, j'étais à milieu de me dire que j'allais faire un CQP avec Aurélien Broussal à Annonay, qu'un jour, Guillaume Guillou serait assis à côté de moi dans mon canapé chez moi, alors que moi, en 2020, je découvrais le CrossFit chez lui, où je passais un mois dans sa salle, à dormir dans sa salle, H24, vivre CrossFit pendant plus d'un mois. Et je me dis, en fait, on a
c'est pas on a bouclé la boucle, mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des gens qui se préoccupent des vraies problématiques. Et je pense que ça, c'est clairement les choses sur lesquelles on va essayer de s'attacher dans les prochaines années. Je sais que le temps il est un peu réduit. Guillaume, est-ce que tu aurais peut-être quelques annonces à nous faire sur la suite à donner, sur les ambitions prochaines? Je sais que tu m'as parlé de peut-être au mois de septembre d'aller refaire une petite tentative du Mont Blanc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton activité à venir? Ouais, en fait, là, toujours dans ce concept de santé physique et cognitive, en fait, on utilise l'univers un peu SIFTAG qu'on a créé en fait, on est toujours dans la pyramide de la méthodologie CrossFit, c'est-à-dire always try new sports, où nous, c'est un truc qu'on aime bien, mais si vous voulez faire autre chose, faites-le. Le but, c'est de s'entrer dans la salle pour se faire le meilleur physique possible et après d'aller apprendre de nouveaux trucs. Alors en ce moment, par exemple, j'essaie d'apprendre l'italien. Cet hiver, j'ai essayé de me perfectionner en ski. Là, le ski, c'est fini, donc on va faire un peu d'alpinisme. Et puis voilà, on s'était fait une tentative du Mont Blanc en septembre dernier. On a eu des souvenirs plein la tête. Une météo défavorable, et comme on n'est pas des kamikazes et qu'on a des boulots et des familles, on a essayé de rentrer. Là, on va essayer d'aller retourner au refuge du goûter et on verra un peu ce qui se passe là-haut. Mais déjà, je tiens à remercier la plupart des gens qui nous suivent depuis maintenant des années. Nous, on a grossi non pas par la pub, mais par le bouche à oreille. Et ça, c'est fort. Et j'aimerais vous dire que ma situation a évolué, maintenant je suis devenu papa, je suis plus un chef d'entreprise qu'un athlète. De toute façon, je n'ai jamais été vraiment un athlète dans la définition qu'on peut en avoir. Je vois d'un très bon œil le développement des CQP, le développement des salles de sport, des studios hybrides, les données McKinsey et BlackRock sur le sport disent qu'en Europe, par rapport à toute cette idéologie autour de la santé, on est sur un taux de pénétration du marché de 12%. Et en fait, s'il y a de plus en plus de grosses salles et d'argent qui arrivent dans ce milieu-là, c'est parce que on devrait aller vers 2030 vers 16-17% de taux de pénétration du marché pour tendre vers 24 aux alentours des 2035 pour rattraper en fait ce qui se passe aux États-Unis. Pour ça, c'était avant que Trump décide de bloquer par lui-même le détroit d'Ormuz. Bref, mais dans un monde normal, c'est comme ça que ça devrait se passer. Ce qui me foudroie, et si je devais passer un message aujourd'hui, ceux qui me suivent, vous savez que je suis très engagé dans la cause anti-body positivisme, et j'aimerais reprendre une explication que j'ai donnée il y a quelques jours, et je profite de la parole que tu me donnes pour l'expliquer. Je t'en prie. Le problème avec le body positivisme, c'est pas qu'on est contre les gens obèses. Parce que c'est souvent le procès qu'on va faire quand on écoute ce que je dis et ça n'a aucun rapport. Je reprends toujours cet exemple. Une de mes personnes préférées de ma salle, qui est une de mes clientes les plus fidèles depuis des années, est une personne obèse. Donc je suis parfaitement au courant qu'on peut être obèse et faire du sport. Et je suis parfaitement au courant qu'on peut être obèse et n'avoir rien fait pour. Mais le problème, c'est que cette personne représente le 2% des gens qui ont fait des diètes ultra drastiques à des sports. Elle était en très haut niveau dans un sport avant, ou avec des coachs féminines comme masculins, très cons. Il faut pas que tu bouffes parce qu'il faut que tu sois à telle taille, tel poids, tati, tata. Et derrière, troubles hormonaux, et c'est la porte ouverte à tout. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'acceptation de soi ne devrait jamais être un synonyme de renoncement. Cette personne, moi, je l'admire parce que ça fait 9 ans que tous les lundis, elle est au cours d'haltéro, que tous les mardis, elle fait les WT, que tous les mercredis, elle fait la cartouche. Et ça fait 9 ans et son corps est bloqué dans sa situation. Mais c'est une très jolie fille, c'est une très gentille fille. Et ces propos-là, les gens qui me suivent sur Instagram, ils n'étaient pas prêts à ce que je dise ça. Moi, ce qui me pose problème, c'est que d'un autre côté, je prends son exemple à elle est comme elle s'entraîne comme elle s'entraîne, mais elle vous dira jamais entre quatre yeux, c'est trop bien d'être grosse. Ouais. C'est pas vrai. Et moi, j'ai pas de problème avec les gens qui sont obèses. J'ai un problème avec les gens qui vous expliquent
que vous devez renoncer à vous améliorer. Au même titre, et j'ai pris cet exemple, que vous vivez dans... Je suis parfaitement au courant qu'on ne naît pas tous au même endroit. Il y a des gens qui naissent avec des parents aimants. Il y a des gens qui naissent avec des parents violents, alcooliques, absents. Il y a des gens qui sont élevés dans des familles où il y a des grands-parents, un environnement chaleureux, où on vous donne de la confiance en vous. Et il y a des gens qui naissent et qui connaissent la violence, le viol dans des foyers. Aujourd'hui, on entend tous les scandales autour de l'ASE et tout. C'est horrible. Mais imaginez que vous naissez dans un endroit sordide et il y a quelqu'un qui vient vous voir, qui vous tape sur l'épaule et qui vous dit « Tu sais, je sais que ta situation n'est pas ouf, mais je pense que tu ferais mieux de te résigner et rester là où t'es, parce que en voulant sortir de ta condition, tu risques de ressentir de l'anxiété, tu risques de réussir puis d'échouer. Et donc, je pense que ce serait mieux que tu restes dans ta vie de merde. » Ce que je suis en train de vous raconter, vous vous diriez, mais c'est lunaire. Mais quel bâtard. Excusez-moi des gros mots. Mais je suis désolé de vous dire que quand vous avez quelqu'un qui est en surpoids, et le triptyque du surpoids, si j'enlève le 2% qui est issu d'une conséquence. Dans 98% des cas, et c'est les chiffres de l'INSERM, j'ai publié les stats il y a une semaine, je peux vous les redonner, en contactez-moi MP, je vous envoie toutes les sources. Ce 95%-là, c'est troubles psychologiques, et je comprends que ça soit une maladie psychologique, c'est ok. Troubles du sommeil, et je suis le premier, c'est pour ça que je suis un peu fatigué, j'ai quelques problèmes de sommeil, parce que pour moi, dormir, c'est perdre du temps, donc je dors pas et ça se voit sur ma gueule. Manque d'activité physique. Je comprends que ces gens-là doivent être aidés. Je comprends que le body shaming, par exemple, dire à des gens « Ah, t'es gros, t'es nul, tu pues la... » c'est très très peu intelligent. Et on n'a jamais fait ça chez nous, et on n'a jamais fait ça sur les réseaux sociaux. Je considère que quand on montre un secouriste obèse qui ne peut pas secourir quelqu'un, ça s'appelle pas du body shaming, ça s'appelle le contact avec la réalité. C'est tout. Je pense que comme on le fait aussi des fois sur SIFTAC, montrer à quoi ça ressemble une vraie agression, c'est pas glorifier l'agression. C'est que si vous avez jamais été confronté à une agression, vous comprenez pas à quoi ça ressemble, c'est montrer la réalité. Mais il n'est pas question de body shaming qui que ce soit, il est question de donner, de pousser les gens à se sortir de leurs conditions. Moi, le but de ma vie, depuis que je fais ce métier, c'était déjà le cas avant quand j'étais dans les sports de combat, mon but n'a jamais été de former des compétiteurs. Ni en sport de combat, ni en crossfit, et encore moins aujourd'hui. Mon but, c'est de développer des gens en pleine possession de leurs capacités pour leur redonner le pouvoir sur leur vie. Et donc, le premier moyen de faire ça, c'est en anglais un terme qu'on appelle « to take the ownership ». Pour ceux que ça intéresse, le livre de Jocko Willink, je théorise vachement bien, qui s'appelle « Responsabilité absolue ». C'est qu'en fait, vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Ça ne veut pas dire que tous les matins, je me fustige et je me baffe parce que je suis une mauvaise personne, j'ai péché et il faut que je me basselle. Ça n'a rien à voir. Mais à partir du moment où vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive, vous n'avez aucun pouvoir pour changer les choses. Et en quoi c'est de la poétique non poéticienne ? Eh bien, c'est que derrière, vous vous retrouvez avec des courants de politique politicienne où tout est la faute des autres. J'ai pas réussi dans la vie parce que je suis une femme. Ah bon ? Moi, je connais plein de meufs qui ont réussi dans leur vie, et pourtant c'est des femmes, donc je ne vois pas pourquoi toi, t'aurais pas échoué d'abord par ton incompétence et d'abord parce que t'es une femme. Ça n'a aucun rapport. Oui, moi j'ai échoué parce que je suis racisé. Pourquoi j'ai des exemples de gens racisés qui ont réussi. Qui eux ont réussi. Et d'ailleurs, j'ai même envie de vous dire, je connais même des amis à moi racisés qui supportent pas d'avoir des passe droits parce qu'ils sont racisés. Ils voient ça comme du racisme parce que eux, ils veulent réussir par leur travail. Donc à partir du moment où on va leur passer un passe droit parce qu'ils sont racisés, ils vont dire excuse-moi, ça c'est le pire racisme que tu puisses me faire. Donc en fait, tu vas pas me faire passer devant parce que je suis racisé, tu vas me laisser bosser et quand j'aurai le niveau, tu me donneras ma place. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc j'avais même cette discussion par rapport à l'égoïsme, c'est-à-dire que l'égoïsme, on pourrait se dire que c'est la capacité à penser qu'à soi et à pas assez se mettre dans la peau des autres.
Mais moi, j'ai une question à vous poser. Si vous êtes vraiment obèse, en surpoids, en très mauvaise forme de par votre comportement, est-ce que c'est pas le plus haut niveau d'égoïsme d'avoir derrière des infirmiers à domicile pour vous torcher, d'avoir derrière 3-4 infirmiers pour s'occuper de vous dans un lit d'hôpital pendant qu'il y en a d'autres qu'on ne peut pas apporter soin parce que vous mobilisez 3 ou 4 personnes, mais même pire que ça, au niveau des parents, donc, historiquement, et ça a toujours été comme ça, et même dans le règne animal, quand les enfants sont en capacité d'aller chasser et de ramener de l'énergie, eh bien en fait ce sont les enfants qui prennent soin des parents. Et si vous êtes l'enfant de 35-40 ans, dont la mère de 60-65 balais doit encore s'occuper, excusez-moi de vous dire, mais vous êtes profondément égoïste. Moi, j'ai un exemple dans un de mes collaborateurs où c'est sa mère qui a bientôt 70 balais qui doit monter la bouffe à son fils de 190 kilos parce qu'il ne peut pas descendre les escaliers. Et nous, on le sait parce qu'on est dans la famille. On sait que cet individu, il dort pas, il mange n'importe comment et faire du sport, c'est pour les autres et c'est un truc de facho presque. Donc, il est né à 190 kilos, non pas parce qu'il a des problèmes de maladie. Il fait 190 kilos parce qu'il a une hygiène de vie déplorable. Et donc, lui, quand on va lui parler, il va nous expliquer que nous, on est égoïste et que parce qu'on ne voit pas les choses par rapport à son spectre. Mais est-ce qu'à un moment, il s'est rendu compte de la charge qu'il représente pour sa pauvre mère qui va aller arriver à la retraite dans 2-3 ans et qui, derrière, jusqu'à la fin de sa vie, va devoir s'occuper de lui? C'est l'inverse, mon gars. T'as 35 balais, 38 balais, tu devrais avoir travaillé pour pouvoir prendre le relais de ta maman qui a bossé toute sa vie pour subvenir à tes besoins, et maintenant, c'est le moment de lui renvoyer l'ascenseur. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment, cette logique-là n'est ni bonne pour vous, ni bonne pour votre environnement, ni bonne pour la société. Et très souvent, j'ai des discours un peu rugueux sur qu'est-ce qu'on fait de notre argent de la sécurité sociale. Mais croyez-moi, si je bossais en Suisse ou aux États-Unis, moi, je gagne mes 10 000 balles par mois, j'envoie 1 500 balles à une mutuelle. Vous avez envie de changer de sexe, vous le faites avec votre mutuelle à vous, votre oseille à vous. Je dis rien. Vous faites ce que vous voulez. Vous voulez vous empoisonner avec de l'Ozempic ou avec du Mounjaro parce que faire du sport, c'est trop compliqué. Tant que c'est avec votre oseille à vous, ça ne me dérange pas. Moi, j'ai une société qui génère cette année plus de 800 000 euros. Derrière, chaque fois que je me paye 5 000 balles, j'en balance 2 500 à l'URSSAF. Je ne peux pas embaucher un 7e et un 8e employé parce que je ne peux pas encaisser la dose d'URSSAF que ça met. Et derrière, on m'explique qu'on va donner des injections à 95% d'obèses qui le sont pour de mauvaises raisons et que ça va coûter 300 balles par mois. Alors je comprends que vous, derrière votre écran, qui gagnez 2005 net, qui ne connaissez pas la différence entre votre brut et votre net, ou quand bien même ça va vous coûter 800 balles mais c'est pas prélevé sur votre compte, vous comprenez pas quand je parle. Mais quand moi j'ai 60% de mon chiffre d'affaires qui part en prélèvements sociaux, sur 800 000 balles, moi j'ai le droit de me sentir un petit peu agressé parce que derrière j'aimerais développer d'autres choses. J'ai des gens qui sont brillants dans mon environnement, à qui j'aimerais envoyer 1500, 2000, 2500 balles pour créer des emplois. Et en fait, je ne vais pas pouvoir le faire et je ne vais pas pouvoir les aider à améliorer leur vie dans une mission où on pourrait améliorer la santé des gens parce qu'en fait, j'ai trop de prélèvements pour subvenir aux besoins de gens qui ne se lèvent pas le cul. Donc moi, je pense qu'il faut une vraie protection sociale. Quand il y a une maman qui se fait larguer, une main devant, une main derrière, en bas âge, c'est à la société de prendre le relais. Quand il y a quelqu'un qui déclenche une leucémie fulgurante avec des soins et des trucs qui coûtent une couille, mais bien sûr que je dois payer un max d'impôts et d'ailleurs je donnerai tout ce que j'ai pour que cette personne elle puisse survivre. Il n'y a aucun problème. Ça fait pas de moi un facho de penser ça. Mais à partir du moment où derrière mes impôts sont là pour combler des manques de certaines autres personnes qui mettent vraiment aucune volonté, et vous pourrez pas m'expliquer que c'est le cas parce que toutes les influenceuses body positivistes que j'ai clashées, eh bien dès qu'on analyse leur hygiène de vie, on s'aperçoit qu'en fait, parce que c'est trop bien, ce qui est trop cool, c'est que ces gens-là n'ont aucun média training. Donc en fait, elles vont faire une vidéo dans un podcast où elles vont dire un truc, elles vont aller dans un autre podcast où elles vont dire complètement l'inverse, et donc moi j'ai juste à attendre
Et dans la première vidéo, elle va dire non, mais je comprends pas, les obèses, on peut faire exactement pareil que les autres. Et dans la deuxième vidéo, elle va dire ah ouais, mais se lever quand on fait 162 kilos, moi je vous le dis, c'est sportif, hein, parce que mes genoux ils le sentent. Hein. Alors je comprends pas, je croyais que t'avais... Tu vois, ces gens disent tout et leur contraire, parce qu'en fait, à force de parler, ils sont dans la hype, on les invite de partout, tout ça trop cool, et puis ensuite ils se détendent, et là ils commencent à dire tout et n'importe quoi. Donc j'ai d'ailleurs fait une série de vidéos que j'invite à aller voir sur YouTube, où en fait, Jillian Michaels, une coach très réputée aux États-Unis, très activiste contre ces gens-là, se met au milieu d'une assemblée et clash, et se fait clasher par à tour de rôle avec des vrais arguments, un vrai débat, un vrai truc, 15 activistes du body positivisme, et leur rhétorique se fait tout le temps démonter, puisqu'elle reste très factuelle. Et en face, il n'y a que de l'émotionnel, de la négation des réalités, et il n'y a aucun argument. Et j'ai trouvé ça tellement brillant que je me suis dit, ok, il faut qu'on en fasse une analyse. Donc ce que j'ai de vous expliquer, les amis, c'est que la vraie bienveillance, et c'est là-dessus que je conclurai, je vais vous donner un quadriptyque, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller la voir. Il y a un quadriptyque en psychopédagogie qui, pour moi, résume toute la pensée que je vais avoir autour de ça. Le laxisme, c'est une pensée encourageante et permissive. Donc je t'encourage à faire un peu ce que tu veux, tant que tu trouves ça cool. Et ensuite, il y a la bienveillance, qui est une attitude encourageante, mais exigeante. Vas-y, mais vas-y faire des trucs bien, qui sont intéressantes pour ton développement. Et fais les choses correctement. Ça, c'est la bienveillance. Ensuite, vous avez l'autoritarisme, qui est une attitude décourageante et exigeante. Donc, quelqu'un de grognon, méchant, et qui vous met des standards très hauts. Vous n'êtes jamais assez bon, c'est jamais assez bien, nanana. Et ensuite, vous avez la négligence, qui est une attitude décourageante et permissive. Il n'y a pas d'autre manière de mieux résumer la négligence. Et en fait, ces 50 dernières années, la définition de la bienveillance a été enlevée et on a mis la définition du laxisme. C'est-à-dire que dès que vous essayez d'avoir un minimum d'exigence avec les gens, vous êtes autoritaire. Alors qu'on vous dit, regardez les pages de body positive, elles s'aiment toutes entre elles, elles sont « Ah, t'es trop belle, my love, j'adore, ». Et elles appellent ça « Oh, il y a tellement de bienveillance ». Alors, vous avez fait une vidéo, vous dites « C'est complètement ok d'être obèse, on a le droit de mettre des robes, on fait absolument ce qu'on veut, on est en super santé ». Et les gens vous disent « Oh, il y a tellement de bienveillance sur ta page, I love that ». Et c'est pas de la bienveillance. Vous ne comprenez pas le terme de la mot bienveillance. Je vais refaire un autre truc, là, j'envoyais deux pieds dans le plat, comme ça vous aurez une conclusion de fou si vous voulez, vous pourrez faire un réel, vous pourrez dire « Ouah, putain, c'est un fou ». C'est comme appeler des cours où il ne réservait qu'aux LGBT des cours inclusifs. Ouais. Il n'y a rien. Alors, la définition d'inclusif, d'inclure, c'est mettre ensemble des choses qui, de base, ont du mal à l'être. C'est la définition d'inclure. OK ? Et aujourd'hui, avec la novlangue et la nouvelle société, etc., on vous explique que un restaurant inclusif, c'est un restaurant où tu peux pas rentrer si t'es pas LGBTQI. Ouais. Vous avez des cours de CrossFit inclusif dans des salles à Paris qui sont des cours. Il y a une vidéo qui tourne, j'ai cru que c'était un fake au départ. Des cours de MMA inclusif. Ouais, c'est une safe place pour les LGBTQI+. C'est réservé qu'à eux. Mais faites ce que vous voulez, mais appelez pas ça inclusif. Dites réservé aux LGBT et c'est ok. Je n'ai rien à dire. C'est vos business, c'est vos cours et je n'ai pas mon avis à donner sur comment quelqu'un gère son business. Si demain tu as envie de faire des cours réservés aux Chinois, aux hétéros et aux LGBT, c'est ton business, c'est ta vie. Si ça marche, je suis content pour toi. Mais par contre, n'utilise pas le terme d'inclusif. Et n'utilisez pas le terme de bienveillance quand vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Je pense que je suis quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Parce que chaque fois que je vois quelqu'un en surpoids sur les réseaux qui dit « Voilà,
jour 1, je vais essayer de me lancer, j'en ai marre de faire 110 kilos pour 1m70. Voilà, je la partage, ça fait des années que je le fais. Allez donner de la force à ce mec. Allez donner de la force à cette meuf. C'est ça la bienveillance. Parce que la personne fait preuve d'exigence avec elle-même, je la booste. J'encourage. Et si j'apprends qu'elle est à côté de chez moi, je vais même lui proposer de venir. Et si elle a un problème de thune, je vais même lui faire un tarif pour qu'elle puisse venir et je vais m'en occuper plus que les autres parce que j'ai envie de la motiver. Mais par contre, c'est ça la bienveillance. Dire à quelqu'un qui fait absolument n'importe quoi, ouais, eh ben si ça te fait plaisir, fais-le. Excusez-moi, ça s'appelle le laxisme. Et je pense qu'on aura un problème tant qu'on n'appelle pas un chat un chat. Le premier moyen de guérir, c'est de mettre les mots sur les mots. C'est d'ailleurs pour ça qu'en politique, on ne veut pas appeler les choses par leur nom. Ce n'est pas un plan de licenciement. C'est un plan social. Ouais. Non mais mec, tu vas virer 4000 personnes là parce que tu as délocalisé en Roumanie. Oui mais... Non, on va appeler ça un plan social parce qu'en fait, on va mettre du social dedans, on va mettre des formations, on va mettre des subventions. Oui, c'est un plan, ça reste un plan de licenciement puisqu'ils ont fait ça pour ArcelorMittal, ils ont fait ça pour Alstom. Oui, mais vous inquiétez pas, vous êtes 4000 employés, on va voir. Oui, 3 ans après, ils sont tous au chômage. Voilà. Et il y a un bassin d'emploi qui est coulé complètement. Donc, les politiques vont toujours systématiquement changer le mot de ce qu'ils font. Je me souviens plus, il y a un mec sur les réseaux un peu âgé là, il est brillant. Il vous explique systématiquement ce qui se passe et comment on l'a appelé. Vous comprenez bien qu'il n'y a aucun rapport. Donc, soyez des gens qui font attention au sens des mots. Ce n'est pas extrêmement bienveillant de laisser quelqu'un faire n'importe quoi, se détruire la santé et par extension détruire son noyau familial et par extension détruire la société. Parce que oui, vous vous dites, ouais, le mec, il voit loin, mais c'est pour ça que je fais ça, c'est pour ça que je suis toujours là il y a 15 ans et c'est pour ça que moi, j'ai pas des autres entrepreneurs, j'ai des CDI. C'est parce que je vois beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que je suis en mission, parce que je veux vraiment vous influencer. On a la chance en France d'avoir des gens comme toi, comme Aurélien, comme même Rudy Koya, que j'ai clashé à une époque, et il en a parlé dans un réseau, donc je te fais un big up, Rudy, tu vas venir, tu verras, tu diras aux stagiaires. Je suis chez les ce week-end en plus. Tu diras aux stagiaires, tu demanderas aux stagiaires ce que j'ai dit de toi, j'ai dit que tu faisais du bien et que tu allais leur apporter des super trucs, tu vois, donc finalement, je suis pas un si grand méchant. Ce que je veux vous expliquer, c'est que en fait, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on ne devrait pas être un nombre qu'on peut compter sur les doigts de la main. C'est le jour où des Guillaume Guillou, il y en a 800 en France, le jour où il y a 400 Thibaut de Soubera, et le jour où il y a 300 Aurélien Roussal, ouais, on a un autre pays, la team. On n'a que des gens en super forme. Dès qu'il y a un mec qui tombe, bam, il y a quelqu'un qui le relève, etc., pour le bien commun. Et aujourd'hui, on nous explique que le bien commun, il est dans la liberté individuelle de faire absolument n'importe quoi. Je m'oppose. J'ai sacrifié ma vie, je suis en train de sacrifier ma vie personnelle, etc., mais j'espère que quand je regarderai dans le rétroviseur dans 15-20 ans, je me serai dit, putain, j'ai quand même participé à un truc plus grand que moi, et je pense d'ailleurs, pour tous les gens qui veulent se lancer dans ce métier, puisque c'est dans ce cadre-là que je suis venu ici, je pense que le meilleur moyen, et ça a toujours été prouvé, de faire bosser les gens à leur plein potentiel, c'est de les faire travailler pour vachement plus grand qu'eux. Vous avez ici Thibaut qui développe un CQP à Annonay parce qu'il a au départ été très engagé dans le milieu associatif, c'est culturel chez lui, ses parents sont dans le sport, ses parents sont dans la gym, lui il a pris le relais derrière, il est venu se former chez moi en disant mais pourquoi je ramènerais pas ça chez moi et pourquoi je professionnaliserais pas des gens dans le sport par chez moi, etc. Et ce mec là c'est un tractopelle, mais s'il y avait 15 Thibaut Soubera en Ardèche et qu'il y en avait 22 en Lot-et-Garonne, on arrêterait d'avoir des déserts dans ces endroits-là, vous voyez. Et pourquoi il trouve la force il vient de faire une journée, tiens, on va faire un podcast, et puis moi, là, il faut que je rentre parce que demain, j'ai une formation ailleurs, mais c'est pas grave, il est 18h, et je reste avec toi, et si on doit faire encore 1 heure, on le fera. C'est parce qu'on travaille pour plus grand que nous. Et je pense... C'est pour ça que je pense que ça dépasse, tu vois, l'affaire politique. Ah, c'est sûr. Parce qu'en fait, je pense que... alors, pour le coup, vous prendrez mes propos pour des propos prétentieux, mais j'en ai strictement rien à foutre. En même temps, je suis sur mon podcast, donc je dis ce que je veux. Je fais ce que je veux. Mais j'ai souvent l'impression, tu vois, quand j'en parle avec des gens du monde politique, c'est qu'en fait, il y a un enjeu où on est envié pour ce qu'on fait. Et encore une fois, moi je dis, je suis à mon modeste niveau, j'essaye de faire ce que je peux à mon humble niveau, mais j'ai l'impression que les mecs, ils disent
En fait, nous, on n'est pas capable de faire ça à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'une agglomération. Putain, le mec, à lui tout seul, quoi, il arrive à bouger des montagnes, quoi. Ouais, c'est sûr. Encore, c'est des petites montagnes à mon niveau. Toi, à ton niveau, tu bouges des territoires. J'ai un peu d'avance. Voilà, tu vas faire pareil dans pas longtemps. Ça, c'est clair. Mais il faut vraiment que vous compreniez une chose, c'est qu'à un moment donné, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, si vous attendez qu'on vous donne l'autorisation de faire les choses, vous ne ferez jamais rien, clairement. Et on se rend compte que vraiment, il y a une espèce on essaye de faire en sorte de brider les gens pour surtout pas qu'ils réussissent et surtout pas qu'on puisse se dire « Attends, les mecs, à eux tout seuls, ils peuvent faire mieux que nous avec le système de manière générale. » Et je pense que c'est ça aujourd'hui la clé du problème. Bien sûr. Et tu le résumes très très bien. Et ce que je veux vous expliquer, c'est que souvent, moi, sur les réseaux, on me dit « Putain, mais Guillaume, comment je fais pour être tout le temps au taquet ? Ce week-end, t'étais là, t'es là tu fais ça. » Mais en fait, je pense que je vais mourir super jeune. Mais parce qu'en fait, je suis possédé. Je suis exalté, j'adore ce que je fais. Et en plus, j'ai un tempérament qui est hyper combattant. Donc moi, c'est difficile. Ok, bah viens, justement, on y va parce que ça, c'est un peu trop simple, on va pas le faire. Donc moi, ce que je veux vous expliquer, c'est que j'aimerais vraiment que vous compreniez que dans ce métier, il y a de la place pour tout le monde. Dans cette idéologie, il y a de la place pour tout le monde. Et dans ce monde où les mots sont utilisés pour complètement autre chose que leur sens, dès que vous allez ancrer quelqu'un dans plus grand que lui, vous êtes un gourou, vous êtes un facho, vous êtes alors que, encore une fois, pour moi, il n'y a pas plus égoïste que la personne qui ne se comprend pas dans le tout. Voilà. Quand j'entends moi la France, je lui dois rien, ça se voit que t'as pas grandi au Sud-Soudan, quoi. Parce que si t'étais allé faire un tour au Sud-Soudan, tu comprendrais ce que tu dois à la France. Quand j'entends mon corps, mon choix, alors oui, sur certains points, ton corps, tu en fais ce que tu veux, avec qui tu veux, il n'y a pas de problème, les mœurs sexuelles et tout, quoi. Voilà. Mais par contre, encore une fois, tu ne payes pas tes soins, c'est moi qui les paye. Donc non, en fait, c'est pas ton corps, ton choix. Ou alors tu peux pas m'exiger que je les critique pas, par contre. Voilà, c'est juste ça. Et là, il y a plein. Alors, j'ai vu un truc. Je suis tombé sur un truc hier. Faut que je vous raconte. La meuf qui fait du Pilate et du réformeur est la nouvelle égérie du facho mascu d'extrême droite. Article de Quotidien. Grand journal, le Quotidien, on est vraiment bien Barthès, on est vraiment là. Donc, en fait, dès que vous allez faire un truc qui fait du bien à vous et qui fait que vous prenez un peu soin de vous, vous êtes un fasciste. Moi, là, j'ai été catégorisé mascu parce que je suis contre les body positive. Je vois pas le rapport, en fait. Moi, je pense que j'apporte plus au féminisme en France que n'importe quelle meuf du body positivisme. Parce que 65% des clientes de mes salles sont des femmes. Donc, c'est des centaines de personnes entre hier et Fréjus qui développent leur estime d'elles-mêmes, qui développent leur confiance en elles et qui développent leurs compétences. Donc, je ne suis pas sûr que vous fassiez ça à travers votre téléphone en leur expliquant qu'en restant grosse, c'est OK. Sans parler du nombre de filles qu'on a en coaching alimentaire, qu'on sort des TCA, qu'on sort de la frustration alimentaire et ça améliore l'ensemble de leur vie. On a même eu des femmes qui, grâce à ça, ont récupéré leur aménorrhée et ont eu des enfants. D'accord ? Et vous venez expliquer à moi que je suis un mascu et vous ne comprenez pas ce que vous faites. Vous souffrez du syndrome de Dunning-Kruger, vous ne savez pas à qui vous parlez. Et parce que je suis allé clasher une espèce de dégénéré qui racontait n'importe quoi, oui, tu la clashes parce que c'est une femme. Demandez à Oui Nutrition si je l'ai clashé parce que c'était une femme. Parce qu'au demeurant, je savais peut-être pas que c'était une femme, mais pour moi, c'est un gonze. Il est gaillard, hein, le mec, les brocolis, les blancs de poulet, ça lui a fait prendre de la masse. Donc, j'ai jamais clashé quelqu'un parce que c'était un homme ou une femme. Et ça, vous voyez, c'est complètement pas logique. C'est-à-dire que parce que c'est une nana et que moi je suis un homme, je devrais pas la clasher. Ouais, non, moi je fais pas de différence, je suis pas d'accord avec tes idées.
t'es un homme ou t'es une femme, et vous venez mettre C'est de la là-dedans technique de communication. la masculinité. Ça n'a aucun sens. Mais le problème, c'est que si vous développez pas un vrai aspect critique, et d'ailleurs j'ai tenu sur tout le CQP, et j'invite tous les gens qui forment, que ce soit en ligne ou dans le présentiel, quand vous êtes formateur, il ne s'agit pas de juste donner des outils. Ouais, j'ai la prétention d'expliquer aux formateurs comment former. Ouais, je me lâche, je suis dedans, c'est parti. Je pense que ce qui fait qu'un professionnel est professionnel, c'est pas qu'il connaît des millions de choses, c'est que ce qu'il connaît, il le connaît très bien, son domaine d'expertise, il le connaît très bien, mais c'est surtout qu'il est capable de l'argumenter. Et donc, j'ai poussé tous les CQP que j'ai eu pendant ces 2 jours à leur donner la boîte à outils, et la boîte à outils, elle est au milieu du spectre. Le mec qui pense comme ça de ce côté du spectre, comment tu vas lui argumenter que ce qu'il dit est erroné et tu vas le ramener là? Et lui, qui dit complètement l'opposé, comment tu vas lui expliquer c'est erroné et là? Donc, je te donne la boîte à outils et surtout comment l'utiliser à bon escient. Comment on parle avec quelqu'un qui est complètement bigorexique pour lui expliquer que sa pratique sportive, elle lui apporte plus de mal qu'autre chose. Comment je parle à quelqu'un qui veut pas faire de sport parce qu'il m'explique qu'il est en bonne santé sans faire de sport. Ouais. C'est ça, être un professionnel. C'est que moi, je suis capable de parler à quelqu'un qui s'entraîne 6 jours sur 7 à se faire dégueuler, qui est en train de se tuer à petit feu. Et je peux aussi m'adresser à quelqu'un qui n'a pas fait de sport depuis 30 ans et qui m'explique que pas faire de sport, c'est complètement OK. Vous voyez, c'est ça, la profession. Et pour pouvoir faire ça, il faut développer une capacité de raisonnement. Il faut pouvoir passer à travers les mots, les anathèmes, les étiquettes. Et je suis complètement convaincu qu'il y a des hommes qui sont de parfaits bâtards avec les femmes. Je suis convaincu qu'il y a aussi des femmes qui sont exactement dans le même pied avec les hommes, et des hommes avec les hommes, et des femmes avec les femmes. Mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas dire à une femme quand on est un homme qu'on n'est pas d'accord avec elle. C'est pas pour ça que moi je vais pas traiter toutes les femmes de féminazis. Parce qu'elles vont pas être d'accord avec moi. Ouais. C'est pas un argument que je vais sortir. Après, c'est un élément de langage. C'est de la rhétorique. Il faut passer à travers ça. Très classique de quand tu n'es pas capable de t'attaquer au message, tu le messager. Ouais, exactement. C'est très connu. D'ailleurs, c'est très employé, de plus en plus employé dans la dynamique politique et sociétale à l'heure actuelle. Et donc, du coup, vous l'aurez compris que nous, on s'installe vraiment en faux face à tout ça. En tout cas, Guillaume, franchement, un immense merci à toi d'être venu déjà pour les CQP. Merci pour l'honneur que tu me fais. Qui était super intéressant. Bien entendu, je mettrai en description de ce podcast toutes les pages de Guillaume, que ce soit Wear Athletic ou sa page perso. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Comme d'habitude, donnez-nous de la force, commentez, likez, partagez. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao les amis.